je vais commencer. Donc, bonjour. Merci d'être là. Bravo pour le spectacle. Moi, personnellement, j'ai adoré. Je sais qu'il y a eu il y a eu une conférence, il y a eu un concert, etc. Donc, peut-être vous avez plus parlé de comment vous en êtes venu à ce spectacle, à la création de ce spectacle. Et moi, j'aimerais bien, j'ai une question en ayant lu ce livre et en ayant vu le spectacle, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé en amont, sur comment vous avez constitué le groupe de parole avec les différents hommes. Est-ce que c'était des connaissances? Est-ce que vous avez choisi un groupe plus ou moins éclectique? Et comment vous avez parlé, quoi? Alors il y a deux choses différentes. Le spectacle d'un côté et les groupes de parole, c'est deux projets vraiment différents. Où les groupes de parole n'ont pas été créés pour nourrir ma réflexion, et c'est vraiment deux choses différentes. Moi j'avais déjà en tête ce spectacle-là avant que les groupes se montent. Et les groupes, oui, j'en avais parlé à des potes, etc. Mais quand j'ai lancé le projet, j'ai fait une annonce sur ma page Facebook et j'ai dit aux gens de s'inscrire. Il y avait une adresse mail à laquelle ils devaient s'inscrire et voilà. Il n'y a pas eu de passe-droit, c'est pas un pote qui m'a dit inscris-moi. Je lui ai dit non, ceux qui veulent s'inscrire s'inscrivent officiellement. Donc il n'y a pas eu de filtre. Donc voilà, il s'est trouvé que c'était un groupe plutôt éclectique au démarrage, donc j'étais plutôt content. Mais non, il n'y a pas de sélection, en fait, c'est les gens qui s'inscrivent, qui viennent, et puis s'ils se sentent confortables, ils continuent, et puis voilà quoi. Ça se fait assez simplement, et puis le projet s'appelle Laboratoire de déconstruction et de redéfinition du masculin par l'art et le sensible. Déjà le titre, c'est tout un programme, donc ceux qui arrivent jusque-là, on les sent super motivés déjà. Est-ce que vous pouvez un peu mieux expliquer, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, justement en quoi consistaient ces groupes de parole? Parce qu'on peut bien comprendre grâce à la fin du spectacle et même ce que vous en dites. Mais... En fait, l'idée c'était de créer un espace dans lequel, un espace non mixte pour favoriser certaines paroles. Et l'idée c'était de dire, voilà, si on crée un espace dans lequel on parle de notre intimité, de notre sexualité, de nos rapports à la violence, de nos rapports par rapport à nos prédispositions à la domination, etc. Qu'est-ce qui pouvait exister dans cet espace-là? Et c'était hyper précieux, hyper intéressant très vite. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé face à des hommes qui avaient pour point commun tous l'impression d'être tout seuls dans ces réflexions-là. Dans un certain type de réflexion, en tout cas vis-à-vis de leur intimité, etc. Et donc, parmi les règles qui font le groupe, il y avait la règle de ne parler que de soi. Donc de ne pas se réunir pour dire ouais, c'est vrai, il y a des hommes, ils abusent. Enfin, juste de dire le sujet de travail, c'est moi, personnellement. Et donc, ce que j'amène autour de la table, c'est moi et mon expérience et mon regard. Et du coup, il y a un respect de la parole qui est très fort, et puis aussi la façon dont chacun peut se remettre en cause, se remettre de ses émotions aussi. Et donc le principe c'est celui-là, c'est des groupes de parole. Et donc les textes que vous avez entendus aujourd'hui, enfin pour ceux qui étaient là aujourd'hui, les textes qui sont lus à la fin du spectacle pour les week-ends, c'est des textes qui sont écrits dans le cadre de ces laboratoires-là, mais c'est pas des ateliers d'écriture, c'est-à-dire que généralement, une fois par an, on fait ce qu'on appelle une restitution, où on invite des proches et on prépare un texte pour cette restitution-là. Donc c'est vraiment un espace dans lequel on ne fait que discuter. Bon, on prend des notes aussi pour regarder un peu, pour pas perdre le fil de ce qu'on raconte, mais c'est vraiment un atelier c'est pas un atelier de pratique artistique. On met l'artistique à la fin comme élément permettant de créer un média pour rentrer en contact avec les gens. Et il continue encore cet atelier? Oui, le plus vieux a 3 ans, c'est la 3e année. Là. Et ouais, ça continue. Il y en a un qui va commencer ici à partir du mois de mai. Et donc pour écrire votre spectacle, vous n'êtes pas du tout inspiré de ces paroles-là ou si... De toute façon, on est inspiré par tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse. Ce serait mentir que de dire non, pas du tout. Mais non, pas directement. Pour moi, il y a une façon d'appréhender les laboratoires, qui est un espace de discussion et un espace d'écoute. Et une autre façon d'appréhender un spectacle où moi je vais parler et raconter des choses, donc c'est vraiment pas la même chose, même si les thématiques se recoupent. Moi, ce qui était intéressant pour moi aussi, c'était, et c'est assez précieux pour moi, c'est comment même les gens qui suivent les laboratoires, comment réussir à écrire un spectacle qui les touche et qui soit pas redondant par rapport à ce que l'on se raconte. Et c'est pour ça que c'est vraiment deux choses parallèles, et que ma façon d'amener le sujet là, c'est une façon qui est la mienne, et qui est pas
qui n'est pas le fruit d'une construction commune avec les gens du labo. Mais vraiment, c'est vraiment deux choses séparées, quoi. Même si évidemment je suis touché par ce qui se passe et que ça modifie ma perception, ça précise des choses et surtout ça m'autorise. Parce que c'est assez précieux, même si c'était pas ça le but, c'est assez précieux de se dire qu'on a un peu une mini-communauté sur ces réflexions-là et que ce sujet-là, c'est un sujet entendu. Notamment le podcast dont je parle au début du spectacle, c'est un vrai podcast qu'on a écouté ensemble et qu'on a débriefé ensemble. Et on avait été tellement secoué et halluciné par ce qui était dit que, voilà, comme une dédicace au groupe, j'en parle dans le truc parce que ça a vraiment déclenché quelque chose, une vraie colère chez nous d'entendre des conneries pareilles, quoi. Et du coup, puisque le groupe de parole c'est quelque chose d'assez indépendant par rapport au spectacle, vous avez dit que cette idée du spectacle, elle vous venait d'avant, elle vous venait d'où? Enfin, elle est née comment? Alors c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours plein d'axes qui font qu'on a envie de faire ces choses-là. Moi, il y a un parcours personnel déjà, en tant que victime, où j'ai mis du temps à comprendre que j'avais été victime d'agression sexuelle. Et je mets le fait que j'ai mis du temps, je mets ça sur le fait que je sois un garçon. Et comme je dis dans le spectacle, on m'a jamais raconté que c'était... Voilà, donc de toute façon, moi déjà, depuis que j'ai 24-25 ans, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup et que je travaille beaucoup. Et je mettais un peu dans les textes, etc. Mais j'avais pas encore écrit de spectacle sur le sujet. Et en fait, moi, mon travail personnel, il m'a beaucoup aidé à faire la paix avec moi et avec le monde, quelque part. Et à un moment donné, je me suis dit que ce truc avait marché sur moi, peut-être que je pouvais écrire quelque chose sur ce sujet et voir comment ça pouvait réagir à l'extérieur. Donc j'ai écrit un premier spectacle sur le sujet en 2015 avec la volonté, en écrivant ce spectacle, je me suis rendu compte que je pouvais pas dire tout ce que je voulais, qu'il fallait y aller doucement. Que moi, ça faisait 20 ans que je travaillais sur la question pour moi et que je pouvais pas livrer un espèce de bloc comme ça. Et donc je savais que ce serait un premier spectacle sur le sujet. Et je savais qu'il faudrait que j'en écrive une dizaine, je pense. Et entre-temps, j'en ai écrit 2 autres. Et celui-là, c'est plus la conférence, c'est un peu le 5e, quoi. Et puis ça me permet de franchir des marches au fur et à mesure et d'approfondir la réflexion au fur et à mesure. Mais c'est qu'un début, en tout cas en ce qui me concerne, par rapport à tout ce que j'ai à dire. Donc oui, et cette ligne-là, je l'ai depuis, même avant que les groupes ne se forment. Je savais déjà que je voulais raconter ça, et qu'il fallait que ça allait mettre du temps. Mais ça, c'est cool quand ça met du temps. Et quel genre de retour de la communauté masculine vous avez eu? Est-ce qu'ils ont été surprenantes? On est toujours surpris par certains retours. Il y a ceux qui prennent le spectacle de face et qui comprennent tout et qui sont touchés. Il y a ceux dont le cerveau refuse d'entendre certaines choses, donc ils font une espèce de tri et qui donc voient un spectacle qui n'existe pas. Donc ça arrive, ça peut arriver. Et puis des gens qui... je trouve ça intéressant parce que moi justement comme... j'ai fait beaucoup de rencontres comme celle-là, autour de la conférence notamment. Et donc c'est vraiment un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup. Et puis je suis en contact avec beaucoup de gens sur ces questions-là. Et donc j'ai pu voir au fil des années comment aussi les gens, sans se rendre compte, comment ils se protégeaient de certains propos. Donc il y a aussi ces attitudes-là de gens qui se protègent, où il y a des gens qui peuvent arriver en face de toi et dire hyper intéressant les mecs dont tu parles, mais c'est pas moi, quoi. Vraiment, qui se sont vraiment déchargés du sujet. Et à aucun moment il n'est question d'eux, quoi. Donc ça c'est aussi très intéressant. Mais moi, ce que je trouve cool, c'est que j'ai le sentiment qu'un spectacle peut pas faire l'unanimité et puis c'est pas le but en fait. Pour moi l'objectif d'un spectacle c'est d'être au plus près de ta réflexion, toi qui veux l'écrire et le mettre en scène, et après de voir comment ça réagit et je trouve ça cool, ces retours assez variés, etc. Mais en tout cas les gens qui viennent jusqu'à moi me parlent pour me dire qu'ils ont été hyper touchés par ce qui se joue et que pour eux c'est une parole qui est intéressante, quoi. Faut le dire vite. Et justement, cette pression à être en vrai, etc., est-ce que ça se ressent plus dans le milieu du milieu du rap déjà aussi? Bon, pas plus que quand tu vas dans un commissariat pour faire un dépôt de plainte, ou que tu vas dans une station d'essence pour faire du l'essence, ou que tu vas dans une pharmacie. C'est une pression omniprésente. Elle existe dans le rap, pas plus qu'ailleurs. Moi, ces enjeux-là, une fois qu'on s'ouvre à regarder à quel endroit ça se joue, quand tu vas au restaurant pour prendre une table, non, c'est pas... Il se trouve que dans le rap, elle a une certaine forme et qu'on est dans un monde qui décrit la forme et qui fait comme s'il ne voyait pas le fond. Moi, l'exemple que je prends toujours, c'est moi si je vais au restaurant avec mes enfants et qu'on me dit désolé monsieur, on ne sert pas les Antilles ici, ou casse-toi Bamboula, c'est exactement pareil. Le vocabulaire change, mais le propos c'est le même.
Donc on est dans un monde où on veut nous faire croire qu'on ne sert pas les Antillais aussi, ici c'est correct. Non, c'est dégueulasse. Et c'est pas pire, et c'est pas moins pire que Casablanca, c'est pareil. Et donc comme on est dans ce type de représentation-là, on dira que le rap c'est plus sexiste, on dira pas une connerie du genre, quoi. Sauf que non, je pense qu'il y a... Moi j'aimerais bien avoir des reportages sur le sexisme dans la danse classique par exemple. Par exemple. Etc. Et dans le processus de création, justement, comme vous êtes décidé à amener sur la scène une parole d'homme, est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a extérieurement ou intérieurement, ça a été remis en question, que ce soit une parole d'homme pour parler du sexisme? Est-ce que vous avez eu des critiques extérieures? Est-ce que vous-même vous êtes posé des questions par rapport à ça? Parce que je suis un homme? Oui, de parler du sexisme en parlant, en apportant un bagage vraiment masculin. Est-ce qu'il y a par exemple, vous avez eu des critiques ou même que vous-même ça vous a interrogé un temps? Ou pas du tout? Bah non, moi ça m'a pas interrogé parce que c'était mon point de départ. C'était de dire je traite ces questions-là en tant qu'homme. Donc pour moi c'est ça qui est important et je pense que si tous les autodéclarés antiracistes blancs du pays commençaient par poser la question de quel endroit ils parleraient une autre langue. Ils diraient, bon, voilà, moi j'ai un racisme intégré et je vais parler de ça. Mais les gens ne font pas ça. Donc moi, mon propos c'est celui-là, c'est de dire je parle de cette place-là. Je parle pas à la place d'eux, je parle de ma place moi, d'homme. Et pour moi c'est ça qui est intéressant dans le propos. Et c'est pour moi, c'est pour moi le seul intérêt de cette parole-là. Mais qu'elle soit valable ou pas. C'est-à-dire que pour moi, toute parole est bonne à entendre si la personne qui la est intéressante à entendre, en tout cas, c'est la personne qui la profère, parle de son endroit. Ce qui ne m'intéresse pas, c'est quand les gens parlent à la place d'eux. Et dans un monde où tout le monde parle à la place, enfin, les dominants parlent à la place des dominants, et c'est un gros problème. Donc, moi, dans ce. Par contre, ce qui m'a plus interrogé, c'est sur comment organiser mon propos, et ce que je pouvais dire, est-ce que c'est un long processus pour m'autoriser à dire ce dont j'ai besoin de parler, parce que je suis un homme. Donc là, la question, elle est primordiale et centrale. Je me pose toujours la question de, parce que je suis un homme qui parle, est-ce que je peux me dire ça, est-ce que je peux amener la question suivante comme ça, etc. Mais c'est parce que je parle de cette place-là que je m'autorise à dire un certain nombre de choses. Est-ce que... Pardon. Non, et est-ce qu'il y a par exemple des gens, des proches, ou justement des gens qui ont fait des retours et qui ont trouvé que justement c'était pas le cas? Est-ce que vous avez eu des critiques de ce genre? J'ai pas entendu. Après, vous savez, ce qu'on dit, c'est que les gens qui ont détesté viennent rarement vous voir à la fin du spectacle. Ils vont sur Twitter. Mais non, moi ce à quoi j'ai eu accès jusqu'ici, c'est plutôt l'inverse en fait. Ce qu'on me dit, c'est que c'est cool d'entendre un homme parler des masculinités enfants, de sa masculinité, et d'interroger ça de l'intérieur, etc. Donc voilà, après, qu'on me dise, qu'on vienne à me dire que je suis pas autorisé à parler de ça, ça me ferait vraiment beaucoup rigoler. Mais après, qu'on me dise que parce que je suis un homme, certains propos sont difficiles à entendre ou violents, ça je peux l'entendre. Parce que je parle de ma place et qu'à un endroit, ça peut être aussi perturbant, quoi. Mais en tout cas, moi je pars du principe que cette parole-là doit exister de l'intérieur. Est-ce que vous considérez que c'est un peu la même chose pour tous les combats, entre guillemets? Si on ne fait pas partie d'une certaine communauté, on ne peut pas parler de cette communauté? Ou alors est-ce que vous mettez bien... Non, on peut parler des communautés. On ne peut pas parler à la place d'eux. Et on peut parler des communautés si on interroge sa place au moment où on parle des communautés, sinon c'est quel que soit le groupe. Et je prends l'exemple exprès tout à l'heure de la danse classique, parce que je connais rien en danse classique et que la plupart des gens qui parlent du rap ne connaissent rien en rap. C'est toujours la même chose en fait. S'il y a des gens qui vous disent que le rap est sexiste, ils ne connaissent pas le rap, pas du tout. Il faut croire qu'ils le connaissent, mais... Et c'est toujours comme ça que ça marche. Donc pour moi, oui, ce qui est intéressant, c'est de parler de sa place et d'interroger ce truc-là. Mais je trouve que c'est peut-être même le truc le plus, je sais pas comment dire, le plus politique de ton spectacle, cette histoire de d'où on parle et tu sais de situer ta parole. Et moi ça me questionne beaucoup par rapport au fait aussi de le présenter dans un théâtre national, sachant que les publics traditionnels sont plutôt des publics aisés, plutôt de gauche aussi, et qui peut-être ont cet angle mort de ne pas penser
où est-ce que je parle quand je profère un antiracisme que tout le monde partage, mais qui n'interroge pas vraiment, ou un antisexisme aussi, et voilà, qui sont un peu des refoulés qui ressortent à fond à travers Décolonisons les arts, à travers tous les scandales qui sortent aussi de problèmes de sexisme dans le spectacle vivant. Oui, moi c'est ce truc en fait, si les gens qui occupent qui occupent l'espace médiatique se posaient la question de quel endroit ils parlent et à la place de qui il faudrait qu'ils arrêtent de parler, on serait dans un monde qui est différent en fait. Moi et parce qu'en fait, moi en parlant de ma place, ce que je dis c'est que c'est qu'on peut faire ça en fait, on peut laisser les gens parler de leur place et dire bah, moi d'ici ce que je vois c'est ça. Et voilà, c'est ce qui me semble moins important effectivement. Le spectacle a une forme super électrique, enfin, faut passer par plusieurs scènes différentes avec les comédiens, et puis il faut qu'ils parlent, et puis le danseur, etc. Pourquoi vous avez choisi de... Parce que c'est ma culture, c'est hip-hop. Ok. Voilà, pour moi la scène de théâtre c'est comme une platine DJ en fait. Les deux platines on passe d'un disque à l'autre, d'une séquence à l'autre, c'est vraiment ma culture. C'est vraiment le théâtre que je défends. Un théâtre qui soit dans la rupture, on passe d'une étape à l'autre, on saute des trucs, c'est super dynamique, enfin moi c'est ce qui m'intéresse. Et parce que c'est un théâtre que je vois pas, et c'est celui qui m'intéresse, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment comme ça que je le construis. Dans votre scénographie, il y a un écran qui prend une bonne partie, enfin en tout cas la partie gauche de la scène. Je voulais savoir si pour vous, ce qu'on appelle les nouvelles technologies Internet vont changer la libération de ces discours sexistes ou en tout cas... Alors il y a le positif et le négatif. Le négatif, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de harcèlement en ligne et c'est très 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 compliqué. Il y a des gens qui se suicident, enfin c'est chaud quoi. Et le positif, c'est voilà, par exemple MeToo et Balance ton porc, qui est un phénomène... qui est un phénomène mondial d'ampleur qui ne s'était jamais vu auparavant. Et ça c'est vraiment bénéfique. Donc c'est comme tout, il y a du bon et du très très mauvais. Et je pense que les nouvelles technologies autorisent plein de choses, des bonnes et des moins bonnes, et que c'est comme tout, c'est une question d'utilisation, quoi. Mais c'est comme le principe de déconstruction du masculin. Ça part d'une bonne idée, mais les gens font déjà n'importe quoi avec ça. S'en servent pour briller en société, pour pécho, parce que c'est cool, et finalement ils sont hyper... Voilà. Donc c'est comme tout. Il n'y a pas de choses qui soient unilatéralement bonnes ou intéressantes. Tout passe sous le filtre de la personne, de la façon dont elle utilise certains ressorts, etc. Et je voulais dire, dans votre spectacle, pourquoi avoir choisi d'accorder une telle importance à... Pourquoi cet écran? Qu'est-ce que Alors, ça c'était parce que c'était pour... c'est un truc que j'ai tout de suite trouvé, c'est un truc d'adresse en fait. C'est que moi, le personnage ayant décidé de parler de son intimité, je pouvais pas me mettre face au public et le balancer au public, ces trucs-là, sans les prévenir. Et comme il n'était pas question de prévenir les gens qu'ils allaient voir tel ou tel truc, parce que c'est quand même bien de découvrir un spectacle, moi je me suis dit qu'il fallait que je parle à un écran transparent et que je m'adresse à ce programme informatique et que les gens aient accès à ce que je raconte. Voilà, pour moi c'était vraiment la fiction première, c'était ça. Parce que je trouvais ça pas... c'est ce truc où je fais un spectacle sur le consentement et je prends un public en otage, je lui parle de mon consentement sans son consentement, donc il y avait un truc qui était que tout de suite j'ai voulu traiter de manière particulière en adressant ce spectacle, ce texte à la machine et pas directement aux gens qui sont là. C'est pour ça aussi que vous rappez. Enfin, moi j'ai eu l'impression que c'était un peu une protection de rapper parfois des textes, de pas le dire frontalement au public. Non, ça pourrait être ça, mais là pour le coup c'est plus pareil, de changer de séquence. Et moi, en fait, c'était marrant parce que quand j'ai travaillé avec deux collaboratrices, Emmanuel Apache et Noémie Rosenblatt, et on a beaucoup discuté sur la musique, comment elle se déclenchait, etc. Et je leur disais, mais c'est vraiment comme ça que je vis chez moi. La musique est tout le temps là. Et si je devais vraiment faire un truc avec un programme, il y aurait de la musique, etc. Et donc voilà, moi j'avais envie, et puis c'est l'endroit d'utopie d'un spectacle en fait. C'est-à-dire que moi dans un monde, dans ce monde-là, on parle, on chante, on slame, c'est comme ça qu'on s'exprime. Et voilà, moi c'est juste une autre forme d'adresse et qui permet qui obéit donc à d'autres règles et qui moi m'intéresse du coup. Moi mon théâtre il vient de là. Il interroge les formes d'adresse et du coup, mais le fait que tu te poses la question que ça passe mieux, etc., ça a été une question aussi. C'est que moi, je sais que, par exemple, je sais pas si le 22 on avait déjà ça, mais voilà, le spectacle s'est un peu modifié par rapport aux premières dates, mais au début, toute la fin, il n'y avait pas de musique. Tu vois, c'est quelque chose que je voulais essayer.
Et parce que la musique, elle mène moi à un endroit d'adresse qui m'intéresse beaucoup et que je connais. Et avec ce truc, effectivement, où je me sens plus ouvert, moins dur, plus dans la poésie aussi. Et moi, c'est important de jouer avec ces différents niveaux d'adresse, justement, quoi. Donc, même si, quelque part, du coup, je dis l'inverse de ce que j'ai dit au début de la réponse, même si j'avais oublié ce truc-là, mais c'est vrai que moi, le fait de musicaliser certaines paroles, c'est aussi de la rendir un peu, de la rendre accessible à un autre niveau, et concrètement, en fait, de solliciter d'autres parties du cerveau pour écouter ce qui se passe. Mais alors, excuse-moi. Pourquoi ne pas s'être totalement dédié directement au rap entièrement? J'ai pas compris. Pourquoi avoir choisi le théâtre? Comment est-ce que vous êtes venu au théâtre et pas juste totalement le rap? Parce que tout ce dont vous parlez, on peut en parler en faisant du rap en fait. Ah oui, mais moi j'ai une première partie de ma carrière, entre guillemets, qui est du rap. Hein. Moi, c'est mon envie d'explorer qui m'amène au théâtre. Et donc moi j'ai toujours décidé de ne pas choisir, de faire tout ce que je veux faire en même temps. Et nous on a créé Oresti Opéra Hip Hop l'année dernière à la MC 93. Donc c'était l'Oresti que j'ai entièrement réécrite. Et il y avait du rap, du slam, du chant lyrique, du beatbox. On était 20 sur le plateau. Le rap m'a jamais quitté ma vie. C'est juste que je lui donne d'autres formes. Et moi, pour moi le spectacle que vous avez eu c'est du rap. Hein. C'est un long rap dans lequel il y a des silences, puis ça parle, et puis machin. Pour moi c'est plus proche d'une chanson qu'une pièce de théâtre. Est-ce que c'est important de savoir ce que c'est? Pour moi, non, pas du tout. C'est même le cadet de mes soucis. Le théâtre est un espace que moi j'investis, dans lequel je mets ce que j'ai besoin d'y mettre. Mais... De toute façon, moi, quand je faisais du rap, les gens disaient que c'était pas du rap. Donc... il faut arrêter de courir après les styles. Comme... Ah, c'était bizarre. Non, le théâtre, non, ils disaient pas ça. Ils disaient non, c'est bizarre. C'est chelou. C'est des... Ouais, je vois. Ouais. Non, moi j'arrête. Ouais, mais de toute façon, non, mais il y a plein de rap différents, mais moi, les étiquettes me vont pas. Une étiquette, c'est trop petite, quoi. C'est comme ça. Donc, oui, c'est du théâtre parce que je suis dans un théâtre. Si j'ai fait ça sur une salle de concert, ça aurait été un concert. Quel est l'intérêt? Enfin, voilà. L'idée, c'est de mettre un nom qui vous permette, vous, d'accéder à l'œuvre, entre guillemets, quoi. Donc, qu'on appelle ça cirque, théâtre ou jonglage. Moi, ça n'impacte pas ma façon de travailler. C'était la même chose. Ce qui fait que c'est du théâtre, c'est aussi cette séparation entre les deux scènes, avec d'un côté vous qui avez une parole musicale et de l'autre côté une parole qui est aussi musicale d'ailleurs d'une autre manière, mais là c'est bien plus du théâtre avec des comédiens. Oui, entendons-nous bien, hein. Pour moi c'est du théâtre. Oui. C'est-à-dire qu'on est quand même en 2019. C'est un genre qui existe depuis hyper longtemps, on peut se permettre d'être audacieux et de proposer d'autres formes audacieuses. Proposer d'autres formes, et le théâtre permet ça. Et donc oui, je parlais pour tous ceux à qui ça peut poser problème, et vraiment je m'en fous, un truc de ouf. Mais parce que je trouve ça intéressant d'interroger les formes, sinon on s'ennuie. Et puis, enfin, je sais pas, vous lisez un livre et vous dites c'est pas un livre, qui fait ça? C'est un livre que tu es en train de lire. À quel endroit de ton cerveau tu te situes, à quel endroit de domination tu te situes pour dire j'ai lu un livre qui n'était pas un livre? Et moi maintenant, quand les gens me disent il n'y a pas assez de théâtre dans votre théâtre, je dis moi je suis convaincu qu'il n'y a pas assez de vie dans votre vie, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Non mais c'est vrai. Donc, mais c'est pas un débat. Là ça fait 1 minute 30 qu'on en parle, c'est beaucoup trop. Mais alors, ce que je voulais dire, c'est plutôt comment vous avez pensé ce dialogue entre deux scènes vraiment séparées, quoi. Bah, en fait pour moi il fallait absolument, parce que moi je me méfie de moi sur mon sujet, un sujet que j'aime beaucoup, qui me passionne, etc. Et je sais par expérience que c'est dense. Il fallait absolument mettre de l'air dedans. Donc j'avais imaginé et puis aussi, je voulais aussi raconter autre chose que ce que moi je raconte. Je voulais aussi une ligne de fuite sur autre chose, sur une violence plus insidieuse, moins visible, etc. Vraiment un truc du quotidien. Et donc je voulais vraiment, j'ai très vite eu cette idée de ce couple qu'on pourrait suivre, etc. Et donc voilà, qui arrive en contrepoint et qui met un peu d'air et qui pour moi n'est pas moins violent, mais qui est sur d'autres supports. Et puis je voulais que comme je commence à connaître un peu mon théâtre et ma façon d'écrire, je savais que les gens riraient parce que ah oui, ça fait bien quand la pression se relâche un petit peu. Et c'est cool parce que ça fonctionne et que ça continue à alimenter le propos, quoi. Mais justement, je trouve que ça fait exactement cet effet-là quand on retourne des fois sur ce couple et je trouve ça assez
assez malin d'avoir ces dialogues et ces déplacements qui sont complètement déconstruits aussi et qui montrent un peu l'absurde et un peu la violence sous-jacente de cette routine. Mais justement, moi, ça m'a posé la question que c'était un spectacle fait par un homme qui parle de sa masculinité, qui parle de son rapport. Et justement, je me suis dit, est-ce que dans la première forme du spectacle, est-ce que vous avez pensé à mettre une femme et après, c'est vrai qu'elle parle aussi, elle s'exprime. Et je me demandais en quoi est-ce que ça... Pourquoi en fait? Enfin, je me suis juste demandé... Pourquoi quoi? Pourquoi elle était là d'un côté, je le comprenais, je trouvais que ça marchait bien avec ce couple-là. Et je me demandais, est-ce que c'était aussi partager la scène et partager une réflexion d'un côté d'un homme sur les hommes et après d'une femme sur les hommes ou sur ce qu'elle ressentait? Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que dans la première version du spectacle, on aurait dû je voulais qu'on soit 8. Et on n'a pas toujours les fonds qu'on veut, voilà. Et donc c'était très très compliqué pour moi enfin c'est compliqué. Voilà, je me suis dit bon en fait le texte ça doit l'apporter, il faut que tu construises des choses différemment, etc. Donc c'était avant que j'écrive. Et en fait, moi ce que je voulais, c'est que ce personnage prenne plus de place que ce que j'avais en premier imaginé. Et donc c'est vraiment avant les répètes, mais à la fin de l'écriture du spectacle, je me suis dit non, j'ai envie que le deuxième rôle de cette pièce soit cette femme. Voilà. Et que je trouvais intéressant qu'elle parle de violence aussi, de son endroit, etc., de la faire parler de violence et tout. Donc voilà, et puis pareil, pour moi, la fin est très importante quand on la voit à la fin et qu'il y a cette joie de passer à autre chose, etc. Pour moi, c'est vraiment elle qui ferme le spectacle. Et parce que en traitant ces questions, et puis voilà, je suis pas deep, je vois bien, on est sur le plateau, on est trois hommes et une femme. Donc ça c'est ce qui est visible. Et après, en termes d'autres parties de l'équipe, on était pas loin de la parité. J'avais 2 collaboratrices artistiques, c'est une créatrice lumière, etc. Mais oui, je pouvais, comme elle était sous-représentée sur le plateau, il fallait absolument pour moi qu'elle ait un rôle plus consistant que ce que j'avais prévu au début. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on ait accès à elle, sa pensée à elle, en dehors de la mécanique de leur couple, quoi. Et que même quand l'homme parle et qu'il lit son carnet à elle, il lit ses propos à elle, donc c'est vraiment elle, c'est vraiment son propos qui est au centre. C'est vraiment ce que je voulais. Mais du coup, comment est-ce qu'on donne une parole à une femme quand on est un homme et qu'on parle de la masculinité? De la même façon que des hommes blancs donnent la parole à des noirs et des arabes quand ils écrivent des pièces ou des spectacles ou des films, on crée un personnage. C'est pareil. Et voilà, tout le monde s'est toujours autorisé à faire parler des personnages. Je dis pas ça en contre-attaque, mais c'est vraiment un truc d'auteur et de voilà, on fait parler un personnage et on dit bon voilà. Et puis avec ce truc où moi j'ai eu accès justement, voilà, ce qu'elle dit sur la violence, est-ce que c'est une parole de femme, est-ce que c'est une parole de personne qui subit de la violence? Il se trouve que c'est une femme, mais moi j'ai l'impression que ce qu'elle dit à cet endroit-là, et les hommes et les femmes se reconnaissent dans ce truc de dispositif de la violence insidieuse qu'on ne voit pas et qui travaille. Et d'ailleurs, dans les textes qu'on a entendus après, c'était pas aujourd'hui, mais les textes des gars des labos, ils parlent de cette violence-là de la même façon. Il y a un personnage qui est un peu mystérieux dans la pièce, c'est le personnage du danseur, et qui est le seul à pouvoir un peu changer de scène. C'est un personnage qui m'a questionné, je veux savoir qu'est-ce qu'il représente pour vous au-delà de la séquence. Moi j'ai plutôt demandé qu'est-ce qu'il représente pour vous, c'est ça qui m'intéresse. Après je vous dirai. Justement, ça m'a beaucoup questionné, je sais pas, j'ai pas trop de réponse. La séquence où il parle de son dos et tout, là j'ai bien compris, puis après à la fin il vient comme ça très lentement, il regarde les gens un peu comme un juge, un dieu, quelque chose un peu étrange. Voilà, j'ai pas trop de réponse, mais je sais pas pour les autres. Pour moi, il représente un témoin. Enfin, dans le sens où justement il parle pas, il observe, il est là si on est observateur du couple, mais aussi de votre parole à vous. Et à la fin, il s'exprime, j'ai l'impression, dans quelque chose dans une forme d'intimité ou quand il n'y a personne sur le plateau. Et je sais pas, pour moi, ça représente une espèce de témoin ou quelqu'un qui n'arrive pas encore peut-être à s'exorciser de toute cette violence.
Et pour moi, c'est quelqu'un d'opprimé qui observe, qui en continu et qui n'arrive qu'à s'exprimer finalement que quand il est seul. Pour moi, c'est ça. Pour moi, je ça. Moi, je voulais absolument qu'il y ait une figure, ce qu'on appelle une figure magique en fait. Comme j'avais le sentiment que tout ce qui était dit était vraiment très très concret. J'avais besoin d'un truc, une espèce de choses qu'on n'identifie pas vraiment, qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais qui en même temps soit parlante et qui nous touche, quoi. Et voilà, pour moi, il incarne un peu tout ce que vous avez dit. Pour moi, Didier, le danseur, il incarne le silence, en fait. C'est cette chose qui est dans la pièce tout le temps et qui fait qu'on se tait, qu'on dit rien, et que le silence voit tout, mais le silence fait qu'on se tait, quoi. Donc voilà, c'est assez simple. Pour le dire basiquement, c'est ça. Mais c'est aussi ce truc, présence photomatique, qui est là, qui pèse, et qui machin, et qui grignote, et qui avance. Et il n'y a pas de bonne réponse. Il est là, c'est aussi pour les spectateurs une façon de regarder un peu les choses différemment et de se questionner sur ce qui est en jeu. Et voilà. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez un but, est-ce que quand vous avez commencé à créer justement ces spectacles, vous avez un but comme par exemple faire ressentir la cause que vous défendez, etc. Ou est-ce que c'était d'avoir une sorte d'autothérapie? Parce que ce qui m'a assez frappé hier quand j'étais dans la salle, c'était qu'il y avait énormément de personnes âgées et qui étaient venues voir, et je me suis justement posé la question de comment est-ce qu'elles pouvaient recevoir un spectacle comme ça qui sont des propos qui a priori pour la plupart d'entre elles ne se sont jamais posé la question, et c'est ça. Le point commun, c'est que les gens qui sont un peu moins vieux ne se sont pas forcément posé la question non plus. C'est ça qui est intéressant. Non, moi je suis pas en thérapie là-dessus. C'est-à-dire que moi, dans le timing de ma vie, le spectacle est. Le spectacle s'est écrit dans ma tête en 2015, en 2019, donc j'en ai déjà écrit un autre pour la suite. Donc, moi, la thérapie c'est à l'extérieur de la scène. Et puis c'est toujours très compliqué, on n'attend pas une réaction particulière des gens quand on travaille, mais par contre on veut témoigner quelque chose. Et moi, voilà, je le dis dans le spectacle, je dis, quand je parle de mon agression sexuelle en tant que petit garçon, je n'avais jamais lu nulle part que ce que j'avais subi c'est une agression sexuelle, jamais. Et moi ce que je fais moi aujourd'hui, c'est de dire, là où il y avait du silence avant, j'ai mis quelque chose. Je mets du sens, je mets du propos. Et donc maintenant, ça existe, et on faisait les comptes, je crois que si ça poursuit dans cette direction-là, on aura vu entre 2500 et 3000 personnes en 4 semaines. Le travail, c'est ça en fait. De dire, on fait exister une pensée à un endroit, et sans dire qu'on a raison, sans dire que c'est juste dire, écoutez, on a un autre type de proposition par rapport à la masculinité, c'est celle-là. Et on veut juste faire entendre cette voix-là, quoi. Si vous voulez bien, on arrête dans 5 minutes. La journée a été longue. Oula, faut pas le prendre comme ça. Annie Koumaïna qui venait d'arriver, je sais pas si vous aviez une question brûlante sur le spectacle. Moi j'avais peut-être une question, mais comme je suis vraiment allée dans les premières, je sais pas que ça peut-être été déjà posé. Moi ce qui m'a vraiment frappé dans votre spectacle, c'est la manière dont s'articulait le discours. C'était très étonnant pour moi d'entendre ça au théâtre, parce que c'est une manière d'argumenter, de construire votre parole que je pouvais plus retrouver par exemple dans des articles ou dans même certains propos philosophiques ou engagés que j'ai plus pu retrouver dans des formes écrites plus qu'au théâtre, et j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous aviez travaillé sur le texte, et ensuite comment faire exister un texte aussi précis sur un plateau. J'aime bien cette question. Merci. Merci parce qu'on a vraiment travaillé dans ce sens-là. Moi, mon premier métier, par ordre chronologique, c'est le rap et la voix. C'est-à-dire que, et rapidement, moi j'ai eu la chance assez tôt, à 19-20 ans, de rencontrer des musiciens vraiment, vraiment extraordinaires qui jouaient avec leur instrument, et moi je me suis tout de suite dit, je veux être aussi à l'aise avec mon instrument que eux, quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé, et aujourd'hui, et ça fait un moment, n'importe quel texte de n'importe où, tu me le files, je rappe. Voilà. Ça c'est mon métier, de musicaliser des mots. Donc moi le pari de ma vie, c'est de dire tout ce qui est écrit s'adresse comme on veut, c'est à nous de choisir.
Ça, c'est le théâtre que je fabrique. Donc, sur ce travail-là, sur cette croisade, parce que le sujet, je le connais, et parce que j'ai échangé avec beaucoup de gens sur ce sujet, j'ai tout de suite compris comment c'était super facile pour les gens de faire comme s'ils ne voyaient pas la question que je posais. La faculté d'esquive des problématiques sur ces questions-là est incroyable. Donc je voulais un texte qui soit super précis, qui ne laisse pas de fuite. Et donc, merci d'avoir dit que le texte est précis, parce que je me suis à peu près la tête là-dessus. Et une fois que le texte est écrit, je sais, puisque c'est mon métier, que j'arriverai à l'adresser. Alors je ne peux pas dire que ça va toucher tout le monde, mais en tout cas je sais que comme c'est mon métier, moi j'ai toujours dit, nous par exemple on parlait du concert tout à l'heure, on a fait un concert au Silencio une semaine avant la première, où l'idée, ce que j'ai dit aux autres comédiens, c'est de dire, bon, voilà, on prend quelques extraits de la pièce, et le défi, c'est pas du tout les faire comme on va le faire la semaine prochaine, mais de faire autre chose complètement. Et on s'est éclaté parce que Astrid Catala est aussi chanteuse, et Franco aussi, Mara aussi. Et j'étais à 2 doigts, vraiment, de dire, ok, on a bien travaillé, mais en fait, on va pas faire ça du tout. C'est qu'on va jouer de A à Z, toute la musique, tout le long, et on va voir qu'on a un reste texte, parce que c'est vraiment le théâtre que j'aime bien aussi. Tout ça pour dire que ce travail de précision dans l'écriture, il n'est pas pour moi du tout antithétique avec le travail d'adresse. Au contraire, c'est ça qui rend la chose excitante. Et moi, mon plus gros travail, c'est de dire, ok, ce bout de texte-là, comment je vais faire passer, comment je vais le dire, est-ce qu'on met de la musique, est-ce qu'on fait différemment. Et notamment un passage qui correspond vraiment à ma façon de travailler, c'est le passage du beau gosse, quoi, le podcast que la fille écoute, ou le passage du dos, où moi j'ai tout de suite su que ce texte-là, mais c'est le premier truc que je savais que ce texte-là je pouvais pas le dire, c'était hors de question. Et donc la première image du spectacle que j'ai vu, c'est ce que vous avez vu avec Didier, c'est vraiment la première image que j'ai vue, avant de penser à la scéno, etc. Et parce que mon expérience fait que j'ai cette intuition-là de ce que moi j'ai envie de dire, ce que je peux pas dire, etc. Et du coup, ce qui après pour moi est passionnant, c'est de réfléchir à comment j'adresse telle partie du texte, à quel moment je parle, à quel moment j'ai cette parole un peu slamée, a cappella, mais c'est pas vraiment du slam, c'est pas vraiment du rap, c'est pas vraiment du théâtre, c'est un peu bizarre, où le mec est vraiment en train d'adresser quelque chose, à quel moment c'est vraiment mis en musique, etc. Et ça, vraiment, c'est vraiment ce qui me passionne dans cet aspect, dans les caractéristiques de ce théâtre-là, quoi. Et c'est précisément ce qui me fait pas peur. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, que ça fasse théâtre ou pas, c'est le cadet de mes soucis. Ce qui m'intéresse, c'est comment j'adresse la chose et comment ça rentre dans le cerveau et dans les ventres de ceux qui viennent, ou pas. Mais moi, mon travail principal, c'est celui-là, c'est travailler sur l'adresse. Et je trouve ça, enfin moi, qui suis dans le chant, dans le rap, dans le texte, je trouve ça assez passionnant de se questionner là-dessus. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. En gros, quel est ton avis, enfin, C'était cette question-là qu'on avait... C'est ça la question immorale. On avait choisi les questions et finalement, j'ai bien compris le principe, j'ai bien compris. La position immorale que tu as Ah oui, est-ce qu'il y a une Oh non, opinion? C'est à ton opinion là. Est-ce qu'il y a une idée que tu as qui va à l'encontre de la moralité, disons, Du sens commune, voilà, Ouais. que tu voudrais partager? Je sais pas si je vais la partager, mais moi-même. Bon, ok. C'est un peu encombrant, hein, mais oui, je peux très bien répondre à cette question. Moi, mon idée, c'est que... Oh putain, vous avez quel âge en moyenne? On a 44. 20 ans, dans les 20, 30. Ok. On est tous majeurs. Ouais, bon, mon idée, c'est que tout le monde est violé en permanence. Voilà. Est-ce que c'est possible de développer? Vas-y, j'en sors quand même. C'est vrai que le spectacle. Mais après, tout le monde n'a pas vu. Enfin, je veux dire, là, nous avons vu la pièce, mais. Moi, j'ai pas C'est vu. pas une Bah, si on question part du qui- principe que s'il n'y a pas consentement, il y a viol. D'aller à l'encontre du consentement. Voilà, juste. Voilà. Même des Ben voilà. fois, on consent, mais on ne consent pas. C'est votre question, mais j'ai répondu. Merci beaucoup. Merci.